À la une de l'actualité ici en Côte d'Ivoire, une fusillade sur une plage de Grand Bassam située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Des morts et des blessés grièvement touchés. Nous ferons le point dans ce 20h en direct sur ce plateau avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Vous l'entendrez dans quelques instants. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Commençons tout de suite par la déclaration du président de la République sur la situation qui a prévalu en début d'après-midi sur les plages de Grand Bassam. Écoutons donc le président Alassane Ouattara. En début d'après-midi, aux alentours de midi et demi, 6 hommes armés sont venus sur la plage de cet hôtel, l'Étoile du Sud, à Grand Bassam, non loin d'Abidjan, et ont commencé à tirer sur les touristes, les clients, et se sont partagés en deux groupes, me dit le directeur de l'hôtel, et ont pu évidemment, par ces mouvements et cette attaque lâche, tuer des personnes innocentes. Et évidemment, je voudrais avant toute chose dire que ces attaques lâches de terroristes ne seront pas tolérées en Côte d'Ivoire. Et nous avons pris des mesures importantes. Et cette attaque a été maîtrisée en 3-4 heures de temps grâce à nos forces de défense et de sécurité que je voudrais féliciter. Les forces spéciales ivoiriennes sont intervenues dès 13h15, c'est-à-dire 45 minutes après l'attaque, et ont mené des combats difficiles, mais ont réussi à neutraliser les 6 terroristes. Malheureusement, le bilan est lourd, puisque ces terroristes ont réussi à tuer 14 civils. Et malheureusement également, nous avons perdu 2 éléments de nos forces spéciales. Donc ce sont au total 22 personnes qui sont décédées. Je voudrais donc à cet instant présenter mes condoléances aux familles des personnes assassinées et leur dire évidemment que cela, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Et nous continuons de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ce genre de situation. Nous avons également malheureusement constaté que 22 personnes ont été blessées, 19 civils et 3 éléments de nos forces spéciales. Et je voudrais dire à monsieur le directeur de l'hôtel que nous saluons la bravoure des clients et leur sang-froid parce que nombreux sont ceux qui ont pu nous envoyer au centre de situation des textos qui nous ont permis de localiser ces assassins et de les neutraliser. Et à l'heure où je parle, le calme est revenu à Grand Bassam. Les personnes qui étaient assignées à 50 km d'ici pour le week-end ont pu rentrer tranquillement à Abidjan. Et je voudrais dire à tous nos concitoyens, à toutes les populations, que la situation est sous contrôle, le calme est revenu et nous continuons de renforcer la sécurité à Grand Bassam, à Abidjan et sur l'ensemble du territoire ivoirien. Après donc cette déclaration, le président Alassane Ouattara a effectué une visite des lieux de l'attentat terroriste pour apporter sa compassion aux populations. Il a donc visité l'Étoile du Sud, le Coral Beach et le WAF Hotel. Le président Alassane Ouattara était accompagné de plusieurs membres du gouvernement et des membres de son cabinet. Comme vous voyez, le président de la République visiter les lieux. Vous aurez certainement le compte rendu complet dans nos prochaines éditions. Merci donc à la réalisation. Dès l'annonce de l'attaque, notre reporter Michel Degré s'est rendu sur place. Nous vous proposons son témoignage sur place. C'est par là il a commencé à tirer. Là. Okay. C'est par là il a commencé à tirer. Le premier coup est couché là, on était arrivé. Il a atteint un premier coup de tir au niveau de là. Dans moi, chez moi, c'était la PJ qui poursuivait les braqueurs. À ma grande surprise, où je remarque un gars, 3 personnes qui sont vraiment très armées, ils avaient poché les cartouches au niveau du ventre. Ils ont trouvé le jeune frère qui est couché là. Ils l'ont abattu en même temps.
Combien de victimes occasionnées par cette attaque? Aucun bilan à cette heure. Mais ce que l'on sait, c'est que le dimanche noir de Grand Bassam a débuté aux alentours de 13 h. Les ruelles se vident lorsque des tirs sont entendus du côté de la plage au quartier France. Maintenant, on dit qu'ils sont attirés, il y a beaucoup de corps. Ils ont pris des corps pour venir à l'hôpital. Je ne sais pas si on a pris le temps de répondre aux appels. Moi, j'étais là parce que tu sais que moi, je suis commerçant. Donc, bon, j'étais avec les clients, on était là. Bon, ils ont pris les maillots, ils sont là, ils essayaient les maillots de bain. Bon, dès qu'ils ont dit qu'ils vont enlever l'argent, on a eu qu'ils sont attirés. Mais ça s'est commencé vers au WAF. Maintenant, dès qu'on a eu qu'ils sont attirés, nous, on a commencé à fuir. Bon, moi, j'étais avec les clients, donc on est rentré dans l'hôtel. Voilà les patrons de l'hôtel même qui arrivent. Sur place, on a été informé que il y avait des gars qui étaient en train de tirer. Donc, aussitôt on est arrivé. Mais comme on n'avait pas accès à l'hôtel, on est resté devant. Et dès que ça a été sécurisé, on est arrivé. J'ai vu que du côté plage, il y avait un mort. Et puis, tout le monde est affolé dans tous les sens. Mais là, on va voir maintenant pour l'instant ce qui se passe. Le périmètre est sécurisé par les forces républicaines de Côte d'Ivoire et d'autres forces étrangères. Des fouilles sont faites sur les personnes qui sortent du site de l'attaque, pendant que les blessés sont évacués dans les différents centres hospitaliers. Les points névralgiques de l'attaque sont les alentours de l'hôtel Étoile du Sud. On était à la plage et puis tout d'un coup, on a vu deux personnes en train de tirer avec des balles réelles. Et par panique, tout le monde a commencé à fuir. Mais on ne sait pas tout juste ce qui s'est passé. Ils tiraient dans l'eau, ils tiraient dans n'importe quel sens. On ne sait pas au juste qu'est-ce qui se passe. Voilà. En tout cas, ce que je peux dire, il y a vu un peu dedans, ils sont venus, ils étaient un peu nombreux, ils étaient au moins 5 ou 6 personnes. Il y a deux qui sont venus, les gens, ils ont tiré 3 fois en l'air. Il y a d'autres personnes qui se sont couchées à terre, mais ils ont commencé à les arroser. Et puis il y a d'autres qui nageaient, ils ont commencé à tirer sur eux en désordre là-bas. Moi-même, j'étais à 60 mètres de eux. Bon, je ne sais pas comment moi-même me suis en sorti, mais par la grâce de Dieu. Ils étaient habillés comment? Bon, il y a un qui était habillé en tout noir, il avait porté un casque tout noir, puis il y a d'autres qui étaient en civil, mais ils avaient porté les gilets anti-balles, mais ils étaient bien armés en tout cas, ils étaient bien armés. Toutes les forces de sécurité sont mobilisées pour traquer les terroristes. La cité de Grand Bassam reste pour l'heure sous le choc. Voilà, au moment où notre reporter Michel Degré faisait son compte-rendu, le bilan n'était pas encore connu. Dans quelques instants, nous allons donc le recevoir, Michel Degré, pour avoir avec lui des compléments d'information. Nous avons le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant d'échanger avec vous, j'aimerais bien demander à la réalisation si c'est possible de nous proposer l'élément de... Oui, d'accord. D'accord, OK. Donc, Monsieur le ministre, nous allons donc échanger. Alors, vous avez entendu le président de la République, vous avez vu la situation qui a prévalu à Grand Bassam. Vos premiers commentaires? Ben écoutez, c'est d'abord, comme l'a dit le chef de l'État, des mots de condoléances à toute la nation parce que c'est la première fois que notre beau pays subit un attentat terroriste. Donc, c'est un événement marquant de notre vie et prompt rétablissement à tous les blessés. Comme vous avez vu tout à l'heure, le président a pris en charge le dossier. Il a pris les commandes de toute la coordination. Il a activé le pacte qui est notre plan antiterroriste. Et donc, et toutes les forces ont joué leur partition. D'accord. Peut-on avoir un bilan, des précisions sur la situation? Écoutez, le bilan que je vais vous donner, il est partiel parce que les ratissages sont en cours. Et donc, aujourd'hui, comme l'a dit le président, nous avons 22 personnes décédées, donc dont 14 civils. Et parmi les 14 civils, je peux préciser qu'il y a 4 civils de race blanche et 10 de race noire. De même, il faut noter que nous avons 2 de nos valeureux éléments des forces spéciales qui ont perdu la vie sur le champ d'honneur. Et également, on a donné le bilan, il y a 6 terroristes qui ont été neutralisés. Donc ça fait 22.
et nous avons 22 blessés, dont des blessés légers qui ont été immédiatement pris en charge par les différents services de notre système de santé. Après les attentats du Mali, du Burkina et tout, on parlait de menaces terroristes et tout. Alors on serait tenté de vous demander pourquoi il n'y a pas eu anticipation, monsieur le ministre d'État. Moi, je vous dirais qu'il y a eu vraiment anticipation parce que, bon, vous savez très bien que notre pays est ciblé depuis quelques années. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on met sur la place publique. Il y a eu beaucoup d'anticipation et la capacité de réaction de nos forces est liée à cette anticipation. Il n'y a même pas plus de 10 jours, nous avons mis en place un processus de simulation de ce genre de situation et de notre capacité de réaction. Vous avez pu noter que pratiquement à 30 minutes de la survenance des premiers coups de feu, c'est-à-dire à 12h25, déjà les sites étaient confinés par les premières forces en présence. Et en moins de 2 heures, il y a eu les assauts et 2 heures après, les terroristes étaient neutralisés. Vous savez, cette plage, il y a souvent 500 à 1000 personnes. S'il n'y avait pas eu cette réaction prompte de nos forces, le bilan aurait été plus lourd. Ce qui est important dans ce genre d'événement, c'est la capacité de réaction. Et elle est d'autant plus rapide qu'il y a une certaine anticipation. Et je profite de l'occasion pour adresser les félicitations que le président a transmises à toutes les forces d'intervention. Et nos hommes ont été braves, ils ont agi avec professionnalisme et avec beaucoup d'efficacité. Attends, les Ivoiriens ont-ils les raisons de dormir tranquille? Est-ce que vous pouvez les rassurer? Écoutez, je les rassure et je leur demande de rester calmes. Vous savez, quel est le but des actions terroristes? C'est de faire peur, c'est de semer la terreur. La première réponse, c'est de ne pas avoir peur. La peur, c'est vrai, elle est humaine. On a peur de mourir, on a peur d'être blessé, mais nous devons aller au-delà et montrer que la vie continue, que nous n'arrêterons pas d'être des Ivoiriens, d'être un grand pays, d'être un grand peuple. Et donc, ça, c'est important au niveau de l'état d'esprit. Parce que si on a peur qu'on se terre, ils auront gagné. Donc, nous allons faire notre travail. Nous allons continuer à renforcer tous les systèmes de surveillance que nous avons déjà mis en place. Je peux vous dire que le plan d'anticipation que nous avons depuis pratiquement 3 mois, il y a plus de 100 sites qui sont surveillés. Et évidemment, dans ce genre d'événements, tels que les premiers éléments de l'enquête le montrent, des gens viennent avec dans les sacs des armes, ils nous surprennent et nous avons réagi rapidement. Et donc nous avons des éléments au stade de l'enquête aujourd'hui qui vont nous permettre d'aller plus loin dans l'affinement de ce qui s'est passé et prendre des mesures pour faire face. Il ne faut surtout pas, et ça c'est le message que je donne aux Ivoiriens, il ne faut pas être abattu. C'est un événement grave, mais il faut faire face. La vie des peuples est ainsi faite, mais les grands peuples aussi, c'est ça, c'est de surmonter ces événements. On ne peut pas laisser les terroristes, c'est-à-dire ceux qui parient sur la mort, vaincre ceux qui parient sur la vie, la joie de vivre, l'amour, le partage. Et la Côte d'Ivoire, tout le monde le sait, est une grande terre de brassage où tout le monde vient, tout le monde est content de la joie de vivre des Ivoiriens, et ça, on ne le perdra pas. Ce n'est pas les terroristes qui vont nous arrêter, et ce serait trop facile. Chacun de nous doit s'armer de courage, apporter son soutien à son voisin, à ses parents qui sont affectés, mais surtout nous devons être très forts, et nous devons être debout. C'est important, et c'est là que la force d'un peuple. Et je peux vous dire que nous avons confiance. Depuis quelque temps, effectivement, nous sommes informés. Je ne veux pas revenir sur certains événements. Nous avons déjoué un certain nombre de tentatives importantes, et je pense que nos ennemis, ces terroristes, vont comprendre que la Côte d'Ivoire n'est pas une terre où ils peuvent prospérer. Alors, monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, quels sont les secteurs, quels sont les endroits dans lesquels les Ivoiriens doivent encore redoubler de vigilance? Non, aujourd'hui, si vous voulez, dans cet environnement, tout le monde doit être vigilant. Tout le monde doit signaler sur le numéro vert aux forces de sécurité des faits troublants, des faits anodins. Mais comptez sur nous. Nous allons renforcer la surveillance. Aujourd'hui, il n'y a pas de site important qui accueille du public qui ne soit pas surveillé. Vous pouvez me dire, mais comment ça se fait qu'on ait pu justement atteindre Bassam? Bassam était surveillé et je pense que c'est ça qui a permis la réaction rapide de nos forces. Mais évidemment, devant des gens qui sont prêts à mourir, qui ne croient plus en la vie, c'est difficile de parer à 100% à toute situation. Mais nous avons un système de défense qui est capable de réagir
très rapidement à toute situation. Il n'y aura jamais en Côte d'Ivoire une faillite des systèmes de sécurité. La Côte d'Ivoire ne sera pas le pays où tous les jours on parle d'attentats. C'est un événement tragique, grave, mais nous allons tout faire pour que ce soit des événements qui arrivent vraiment presque jamais. D'accord. Alors, monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, nous allons nous rendre directement à Grand Bassam, où notre reporter Hamza Diaby est sur place. Il nous fait le point de l'ambiance qui prévaut sur place à Grand Bassam. Rideaux baissés, stores fermés, boutiques bouclées. Vous avez pu le constater, les populations de Bassam sont presque toutes réunies ici sur le pont qui sépare la ville historique de Grand Bassam à la ville moderne de Bassam. Elles sont certainement dans l'attente. Qu'est-ce qui s'est réellement passé aujourd'hui dans cette journée qui restera gravée dans les mémoires, cette journée de dimanche? Alors nous allons encore donner l'antenne, mais cette fois à Alexis Ouedraogo pour nous faire un peu le point de la situation. Cette fin de journée restera marquée dans l'esprit des populations de Grand Bassam, mais surtout de toute la Côte d'Ivoire. Dès les premières heures, l'hôpital général de Grand Bassam, derrière moi, a reçu les premières victimes de ce drame survenu sur les plages. Il a pu prendre en charge les premières victimes donc de l'incident qui ont généralement été évacuées sur la ville d'Abidjan pour des soins plus adéquats. Nous avons rencontré des familles entières, nous avons rencontré des femmes et surtout ce bébé dont nous avons rencontré la maman très attristée. L'enfant a pu être évacué sur Abidjan. Elle nous livre son témoignage. Bon, je suis venue me distraire un peu avec mes enfants et puis bon, après mon mari allait me rejoindre. Donc à peine on est arrivé, on est assise là, je dis bon, on a qu'à essayer de manger un peu avant d'aller sur l'eau. En même temps mon mari m'a appelé. Il m'a demandé si on a eu de la place. J'ai dit oui, on a eu de la place. Donc il m'a dit bon, qu'eux-mêmes ils sont en route, ils arrivent. Donc dès que j'ai raccroché le téléphone, j'ai dit à les enfants on n'a qu'à manger. En même temps on a entendu les coups de fusil. Donc comme j'étais assise avec mes enfants, je les ai attrapés comme ça. Bon, puisque tout le monde courait. Donc les trois autres ont commencé à fuir. Le bébé qui était avec moi, donc je l'ai serré. Et puis j'ai rampé, je suis allée de l'autre côté, je suis allée trouver d'autres personnes là-bas. Avant de donner l'antenne à Gabriel Zani pour des témoignages, nous allons revenir avec le ministre d'État. Monsieur le ministre, est-ce qu'on a une idée de la nationalité? Est-ce que les assaillants ont été identifiés et aussi les victimes? Écoutez, pour les terroristes, je ne donnerai pas d'indications précises parce que les enquêtes sont en cours. Ce que je peux vous faire noter, c'est que nous avons des éléments qui vont nous permettre d'aller très loin dans l'investigation. Nous avons un téléphone portable qui est dans les mains des services de la police scientifique ivoirienne qui permettra de voir toutes les ramifications et d'aller à la source. En ce qui concerne les victimes, à ce stade, ce que je peux dire, nous avons des victimes de nationalité française, nous avons des victimes de nationalité allemande, nous avons des Burkinabés, nous avons des Maliens et du Cameroun. Donc au fur et à mesure, je pense d'ici demain, un communiqué plus exhaustif viendra donner tous les détails. Et ce que je peux également vous faire noter, c'est que le ministre des Affaires étrangères est en relation avec les ambassades et les chancelleries des pays concernés pour la prise en charge des parents de ces victimes-là. Okay. Alors, nous allons donc donner l'antenne à Gabriel Zani. Elle a recueilli quelques témoignages. Au centre hospitalier universitaire de Trècheville, derrière cette porte des urgences chirurgicales où des blessés graves de la fusillade de Grand Bassam ont été évacués, des parents attendent des informations de la part des médecins. Ce jeune homme, témoin des faits, sous anonymat, raconte comment il a vécu des instants terribles. On a cru que c'est des pétards. Il y a un même qui est venu, il a tiré sur nous comme ça. C'est là, la fille là. Et puis mon cousin là, lui, il a pris balle ici là. Sa mère là, s'est arrachée. Lui qui était arrêté à la sortie, là, il a tiré sur moi. Mais c'est Dieu qui m'a fait sortir. C'est des noirs, mais ils ont un peu teint clair, pas trop. Il y a l'autre là, lui était noir. D'autres familles attendent de voir la liste des blessés amenés aux urgences du CHU. Toujours pas de nouvelles. Ce dimanche 13 mars, dans 3 hôtels situés sur une des plages de Grand Bassam, des assaillants ont ouvert le feu sur des personnes venues se détendre en ces temps d'intense chaleur à Abidjan et périphérie. Monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, donc l'occasion de vous adresser aux populations ivoiriennes. Ben écoutez, c'est redire au nom du président de la République, de tout le gouvernement, Yako, IFO, et condoléances à toute la Côte d'Ivoire. Mais nous devons faire face. Pas de peur, nous ne devons pas avoir peur. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent rester debout, vigilants,
mais pas de peur. Je peux vous dire que le président lui-même était sur le théâtre des opérations, comme vous l'avez vu, mais il a présidé le comité interministériel au ministère de l'Intérieur. Parce que je peux vous dire ce matin, au moment de la surveillance de ces attentats, moi-même j'étais à Koumassi au Ghana, il a dépêché un avion pour nous faire entrer dans l'heure, et lui-même avait déjà pris toutes les dispositions et suivi les opérations. Donc que les Ivoiriens nous fassent confiance, nous serons toujours à la hauteur des défis de notre vie, de notre pays. Merci donc, monsieur le ministre d'État. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'accord. Alors, nous allons donc continuer cette édition avec un reportage relatif à cette situation qui a prévalu à Grand Bassam. C'est par là qu'il a commencé à tirer. Là. Okay. C'est par là qu'il a commencé à tirer. Le premier coup est couché là. On est arrivé. Il a atteint un premier coup de tir au niveau de là. Dans moi, chez moi, c'était la PJ qui poursuivait les braqueurs. À ma grande surprise, où je remarque un gars, 3 personnes qui sont vraiment très armées, ils avaient poché les cartouches au niveau du ventre. Ils ont trouvé le jeune frère qui est couché là. Ils l'ont abattu en même temps. Combien de victimes occasionnées par cette attaque? Aucun bilan à cette heure. Mais ce que l'on sait, c'est que le dimanche noir de Grand Bassam a débuté aux alentours de 13 h. Les ruelles se vident lorsque des tirs sont entendus du côté de la plage au quartier France. Maintenant, on dit qu'ils sont attirés, il y a beaucoup de corps. Ils ont pris des corps pour venir à l'hôpital. Je ne sais pas si on a pris le temps de recevoir aux appels. Moi, j'étais là parce que tu sais que moi, je suis commerçant. Donc, bon, j'étais avec les clients, on était là. Bon, ils ont pris les maillots, ils sont là, ils essayaient les maillots de bain. Bon, dès qu'ils ont dit qu'ils vont enlever l'argent, on a eu qu'ils sont attirés. Mais ça s'est commencé vers WAF. Maintenant, dès qu'on a eu son attiré, nous, on a commencé à fuir. Bon, moi, j'étais avec les clients, donc on est rentré dans l'hôtel. Voilà les patrons de l'hôtel même qui arrivent. Sur place, on a été informé que il y avait des gars qui étaient en train de tirer. Donc, aussitôt on est arrivé. Mais comme on n'avait pas accès à l'hôtel, on est resté devant. Et dès que ça a été sécurisé, on est arrivé. J'ai vu que du côté plage, il y avait un mort. Et puis, tout le monde est affolé dans tous les sens. Mais là, on va voir maintenant pour l'instant ce qui se passe. Le périmètre est sécurisé par les forces républicaines de Côte d'Ivoire et d'autres forces étrangères. Des fouilles sont faites sur les personnes qui sortent du site de l'attaque, pendant que les blessés sont évacués dans les différents centres hospitaliers. Les points névralgiques de l'attaque sont les alentours de l'hôtel Étoile du Sud. On était à la plage et puis tout d'un coup, on a vu 2 personnes en train de tirer avec des balles réelles. Et par panique, tout le monde a commencé à fuir. Mais on ne sait pas tout juste ce qui s'est passé. Ils tiraient dans l'eau, ils tiraient dans n'importe quel sens. On ne sait pas au juste qu'est-ce qui se passe. Voilà. Bon, en tout cas, ce que je peux dire, il y a vu un peu dedans, ils sont venus, ils étaient un peu nombreux, ils étaient au moins 5 ou 6 personnes. Il y a 2 qui sont venus, les gens, ils ont tiré 3 fois en l'air. Il y a d'autres personnes qui se sont couchées à terre, mais ils ont commencé à les arroser. Et puis il y a d'autres qui nageaient, ils ont commencé à tirer sur eux en désordre là-bas. Moi-même, j'étais à 60 mètres de eux. Bon, je ne sais pas comment moi-même me suis en sorti, mais par la grâce de Dieu. Ils étaient habillés comment? Bon, il y a un qui était habillé en tout noir, il avait porté un casque tout noir, puis il y a d'autres qui étaient en civil, mais ils avaient porté les gilets anti-balles, mais ils étaient bien armés en tout cas, ils étaient bien armés. Toutes les forces de sécurité sont mobilisées pour traquer les terroristes. La cité de Grand Bassam reste pour l'heure sous le choc. Et le président français François Hollande dénonce avec force cette attaque qu'il qualifie de lâche. Le président français déclare que son pays apporte son soutien à la Côte d'Ivoire pour retrouver les agresseurs. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette fusillade produite ce dimanche en début d'après-midi ici en Côte d'Ivoire. Les autres points de l'actualité, avec tout d'abord la visite effectuée ici en Côte d'Ivoire par le sous-secrétaire américain chargé
du commerce et de l'industrie, cette présence en Afrique de Marcus Jadot à la tête d'une délégation de 20 représentants des facultés et universités américaines s'inscrit dans le cadre d'une mission de prospection dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. L'opération 2500 emplois a été lancée dans la commune d'Aniama par Sidi Touré, le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi. Ces emplois concernent les jeunes du district d'Abidjan et portent essentiellement sur le secteur informel, notamment la coiffure, la couture et la mécanique. Complément d'information avec Grace Kando. La lutte contre le chômage en Côte d'Ivoire préoccupe le gouvernement. Pour ce faire, un projet d'aide à la création des micro et petites entreprises dans le cadre du CE2, contrat de désendettement et de développement, a été mis sur pied. Dénommé BARA, ce projet va profiter à 2500 jeunes âgés de 18 à 35 ans. Le coût est estimé à environ 500 millions de francs CFA. Ce montant servira à la formation dans les secteurs de la mécanique, la couture, la coiffure et la transformation de produits alimentaires. Mes jeunes frères et sœurs bénéficiaires, on n'entreprend pas par défaut. Oui, c'est une vocation. Il faut être animé d'un esprit de gagneur. Croyez en vous, soyez courageux. Toutes ces qualités vous permettront, j'en suis convaincu, de réussir votre future vie d'entrepreneur modèle. Nous sommes très contents et très fiers, remplis d'espoir, qui vont ensuite se transformer en quelque chose de concret. Donc nous sommes très contents d'avoir été choisis pour être financés. L'Agence française de développement affiche sa détermination à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique d'insertion des jeunes. La France considère que, évidemment, la jeunesse est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Moi, je retiens deux mots des objectifs de ce projet. C'est le mot employabilité, que les jeunes soient plus formés pour trouver un emploi. Et le deuxième, c'est entrepreneuriat. Le projet CE2 Emploi Jeunes est géré par le Bureau de coordination des programmes emploi. Dans l'actualité également, de nouveaux transformateurs de grande capacité ont été réceptionnés pour gagner le défi énergétique. Cette acquisition du gouvernement ivoirien s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement du réseau de transport d'énergie. L'objectif, c'est de régler définitivement les questions de perturbation en matière de fourniture d'électricité. Des précisions avec Thomas Guessambi. Port autonome d'Abidjan en fin de semaine. Une opération de manutention d'envergure. Il s'agit de la réception de transformateurs. 9 de ce type pour la production et la distribution d'énergie électrique sur l'ensemble du territoire ivoirien. La dynamique s'inscrit dans le projet 14 TFO, projet de renforcement du réseau de transport d'énergie initié par le gouvernement ivoirien. Tout un spectacle, l'acheminement d'un de ces transformateurs à Yopougon, où il doit être installé. Ici, il y a des opérations de déchargement et d'installation tout aussi impressionnantes avant d'en savoir plus sur l'intérêt du projet dans le district d'Abidjan. Aujourd'hui, nous mettons 2 réserves qui permettront d'alimenter provisoirement, en attendant que le poste de Peseti ou bien le poste EK24 arrive, qui permettra de desservir la zone entre la zone industrielle actuelle et Atingé. Donc, pourront s'installer la plupart des industriels. Et puis, éventuellement, le deuxième départ réserve pourra l'utiliser pour alimenter les nouvelles cités, les opérations immobilières qui sont en train d'être faites pour la population. Au total, 14 transformateurs pour remplacer 14 autres en limite de capacité, dont 6 dans la région d'Abidjan et 8 à l'intérieur du pays, pour un financement de plus de 6,3 milliards de francs CFA. Une fois installés, ces transformateurs devraient permettre de lever le problème de surcharge des transformateurs existants et également de réaliser la maintenance des équipements sans perturbation de fourniture d'électricité dans les foyers et autres lieux de production.
C'est la fin de ce 20h. L'actualité ici en Côte d'Ivoire demeure la fusillade qui s'est produite en début d'après-midi sur une plage de Grand Bassam située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Et dès l'annonce de la nouvelle, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est rendu sur les lieux, comme vous le voyez. Il a apporté donc sa compassion aux victimes. Merci donc à la réalisation. Et ce numéro vert par rapport à la situation qui a prévalu à Grand Bassam, un numéro vert donc à votre disposition. Il s'agit du 22 48 97 60. Je répète, 22 48 97 60. Fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.